Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le magazine du week-end. Nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 13h30. Ce magazine a été préparé par Léa Varin et Benjamin Trèves, à la réalisation Luc-Jean Reynaud, à la technique Olivier Arnay. Au programme de notre émission ce samedi, la crise diplomatique qui s'aggrave entre Paris et Alger après les peines d'emprisonnement prononcées en Algérie contre l'écrivain Boualem Sansal et le journaliste Christophe Glaise. Je veux évidemment avec vous m'indigner de la condamnation en appel de notre compatriote Boualem Sansal, qui est incompréhensible et injustifiable. Aujourd'hui, alors que la procédure est arrivée à son terme, les autorités algériennes sont face à un choix, celui de la responsabilité, de l'humanité et du respect, permettant à notre compatriote d'être libéré et soigné en tenant compte de son état de santé et de son âge. Et puis s'agissant de Christophe Glaise, comme depuis le premier jour de son arrestation au mois de mai 2024, nous sommes à ses côtés. Nous avons été vivement choqués par sa condamnation en première instance à 7 ans de prison, condamnation extrêmement lourde, et nous allons nous mobiliser pour obtenir sa libération. Ce mardi 1er juillet à l'Assemblée nationale, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, s'est dit indigné et choqué par les condamnations prononcées en Algérie contre l'écrivain Boualem Sansal et le journaliste Christophe Glaise. Le premier venait de se voir confirmer une peine d'emprisonnement de 5 ans pour, je cite, atteinte à l'unité nationale. Le second avait été condamné 2 jours plus tôt à 7 ans d'emprisonnement, notamment pour apologie du terrorisme. Des jugements aussitôt dénoncés en France d'un bout à l'autre du spectre politique dans un rare moment d'unanimité. De nombreuses ONG, dont Reporters sans frontières, se mobilisent également. La portée de ce double événement dépasse évidemment le strict cadre judiciaire, car depuis 1 an, une crise d'une rare intensité fait rage entre Paris et Alger. Crise diplomatique, depuis la reconnaissance française de la souveraineté marocaine au Sahara occidental. Crise de coopération, crise sécuritaire, crise des visas, polémique mémorielle. Les motifs de contentieux ne manquent pas dans un moment de raidissement singulier du pouvoir algérien. La grande réconciliation entre Paris et Alger semble plus improbable que jamais. Diplomates et historiens évoquent même la crise la plus grave depuis 1962. Alors, jusqu'où cette dégradation peut-elle aller? Avec la condamnation d'un journaliste et d'un écrivain, la liberté est-elle désormais otage des tensions franco-algériennes? Alors nous parlons de ces questions ce midi avec 3 invités. Michel Pierre, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien. On vous doit notamment une histoire de l'Algérie des origines à nos jours, publiée chez Talandier, ainsi que Algérie, indépendance sourcilleuse et démocratie à la peine, publiée aux éditions Hérodote. Je précise que vous avez été attaché culturel de l'ambassade de France en Algérie entre 1988 et 1992, puis conseiller de coopération de 2001 à 2005. Nous recevons également à distance Farid Alilat. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste en France après avoir été journaliste en Algérie. Vous avez signé cette année aux éditions Plomb un crime d'État, une enquête sur l'assassinat de Karim Belkacem, chef historique du FLN. Merci beaucoup d'être avec nous. Notre 3e invité est Brahim Oumansour. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur associé à l'IRIS où vous dirigez l'Observatoire du Maghreb. Vous avez signé L'Algérie, un rebond diplomatique, ouvrage publié aux éditions Erol. Alors évidemment, c'est l'actualité judiciaire algérienne qui s'impose pour débuter cette émission. Je le disais il y a un instant, 7 ans de prison ferme pour le journaliste Christophe Glaise, une peine de 5 ans d'emprisonnement confirmée en appel pour Boualem Sansal et, semble-t-il, sauf rebondissement de dernière minute, pas de grâce présidentielle pour cet écrivain franco-algérien. C'était attendu hier. Michel Pierre, nous entendions il y a quelques instants les mots de Jean-Noël Barrot à l'Assemblée nationale il y a quelques jours. Défense de Boualem Sansal et de Christophe Glaise, bien sûr, mais en même temps une certaine retenue dans les termes employés. Y a-t-il désormais une dimension judiciaire dans la crise diplomatique entre Paris et Alger ? Oui, il y a surtout la nécessité de continuer la diplomatie, même si ce revers de la non-grâce de Boualem Sansal est une mauvaise surprise pour beaucoup. Cela dit, la liste qui a été donnée des graciés par le président Tebboune ne mentionne pas ceux qui peuvent
être lié à des actes contre l'État. Donc il y a encore des motifs d'inculpation, effectivement, des motifs d'inculpation de Boualem qui ont été ceux de Boualem Sansal, qui sont en plus des motifs qui ont été prononcés dans le cadre d'un tribunal correctionnel et non pas d'une autre juridiction d'exception, ce qui laisse quand même encore quelques espoirs. Farid Alilat, comment qualifier le moment que connaît aujourd'hui l'Algérie et singulièrement avec ces deux condamnations? D'abord, je voudrais préciser une chose, c'est que aujourd'hui, il n'y a pas pour Boualem Sansal. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de grâce. C'est-à-dire qu'il y a possibilité, même si les chances sont infimes, mais il y a possibilité qu'il puisse être gracié à titre individuel ou gracié euh, pour des raisons de santé. Je pense qu'il faut comprendre que par là que les autorités algériennes n'aiment pas agir sous la pression. Et je rappelle d'ailleurs que la veille de cette greffe, la veille de la promulgation de ces deux décrets, il y a eu plusieurs articles dans la presse algérienne qui ont été instruits, bien sûr, par la présidence, justement pour s'en prendre à la France et à ceux qui demandent la grâce pour Madame Sansal. Alors, Donc, je pense que à ce stade, oui. Farid Alilat, la communication n'est pas très bonne, malheureusement. Oui. On va essayer de vous rappeler et je vous redonne la parole immédiatement après. Brahim Mansour, vous êtes avec nous en studio. Une crise diplomatique, je le disais, peut-être aggravée par des facteurs de politique interne en Algérie. La diplomatie n'est pas tout. Oui, la diplomatie n'est pas tout. La crise actuelle s'inscrit aussi, l'arrestation d'ailleurs de Boualem Sansal et du journaliste Guellez s'inscrit aussi dans un virage autoritaire que connaît l'Algérie depuis donc dans ce contexte post-Hirak. Donc il y a un durcissement de la politique algérienne vis-à-vis de toute expression politique. Et là aussi avec une réforme constitutionnelle qui ferme l'espace public, l'espace médiatique à l'expression journalistique ou à la liberté d'expression globalement. Et puis, bien évidemment, je rejoins Farid Alilat sur la possibilité, en tout cas, même si elle est infime, de libérer, en tout cas, Boualem Sansal par une grâce humanitaire ou grâce médicale dont il pourrait bénéficier individuellement, parce que il faut aussi dire une chose, c'est que, peut-être on y reviendra, c'est que, il a été dit aussi, le libérer aujourd'hui dans le contexte d'une grâce généralisée par une grâce liée à l'indépendance, à la fête de l'indépendance du pays, pourrait être aussi mal vu d'un point de vue algérien. Peut-être les dirigeants algériens prendront peut-être cela en perspective. Donc une grâce qui reste possible, donc les choses ne sont pas tout à fait désespérées. Farid Alilat, je crois que nous vous avons retrouvé. Oui. Voilà, est-ce que vous m'entendez bien? Alors, je voulais vous donner la parole sur un aspect important, Farid Alilat, c'est cette question de la liberté de la presse, une question que vous connaissez bien. Vous avez vous-même été confronté à l'appareil d'État algérien en avril 2024, puisque vous avez été interdit d'entrer en Algérie, retenu à l'aéroport Ouaribou Médienne, puis expulsé. Le ministre de la Communication, Mohamed Lagab, avait déclaré que cela était lié à votre statut d'envoyé spécial de Jeune Afrique et, je cite, ses positions inamicales envers l'Algérie. Farid Alilat, où en est aujourd'hui la liberté de la presse en Algérie? Où en est la liberté d'opinion en Algérie? Je crois qu'il n'y a plus de liberté de presse en Algérie. Tous les journaux ont été domestiqués. Le journal Liberté, pour lequel j'ai travaillé il y a quelques années, a été contraint de fermer. L'un des rares espaces médiatiques libres, Radio M, a été fermé et son directeur a été emprisonné. Après, bon, il a été gracié, donc il n'y a plus de liberté d'expression en Algérie.
Aujourd'hui, il y a un seul rédacteur en chef en Algérie, c'est la direction de la communication à la présidence qui, qui gère la ligne éditoriale des journaux. Donc il y a une seule ligne éditoriale qui distribue la rente publicitaire selon le degré de docilité des journaux et voilà, donc il n'y a pas de liberté d'expression en Algérie. Il n'y a plus de liberté de presse en Algérie. Alors, Michel Pierre et Brahim Mansour, vous rejoignez ce constat qui vient d'être fait. Je rappelle que Reporters sans frontières classe l'Algérie la 126e place sur 180 pays. Pour cette liberté de la presse, le constat est aussi grave que celui-là? Oui, parce que il y a des nouveaux éléments dans le code pénal algérien, dont un fameux article 87 bis, qui peut mener devant un tribunal pour toute action portant atteinte à l'intégrité du territoire ou inciter à le faire. Donc c'est extrêmement vague et suffisamment vague pour pouvoir punir à peu près n'importe qui pouvant être soupçonné d'attenter à tel moment ou à tel instant ou à telle décision politique ou du personnel politique. Donc tout journaliste peut être mené, arrêté et emprisonné. Et on parlait du Irak, c'est donc un tournant qui est récent. Oui, parce qu'après 88, il y a eu en Algérie une vraie liberté de la presse pendant des décennies, y compris sous les différentes présidences de Bouteflika. La presse, je ne dis pas pour ce qui est des autres médias, en particulier des médias audiovisuels. Mais on le voit bien, ne serait-ce avec les extraordinaires caricatures que faisait Dilem, qui s'en prenait là parfois directement au gouvernement algérien. Il y avait une véritable liberté de la presse qui n'existe plus aujourd'hui depuis la disparition et la répression du Irak. Brahim Mansour, quelques mots? Oui, en effet, c'est pour ça que je parlais d'un virage. C'est que même comparé aux années d'avant, donc il y avait plus de liberté. Peut-être elle n'était pas totale, mais la presse écrite notamment, donc bénéficiait, oui, d'une marge en tout cas de liberté assez importante. Et aujourd'hui, il faut savoir aussi qu'il y a plusieurs militants du Irak, notamment bien sûr, qui sont en prison ou bien ont écopé récemment de peine de 2, 3 à 4 ans de prison pour des prises de position politique. Si on revient par exemple aux 3 motifs correctionnels appliqués à Boualem Sansal, outrage à corps constitué, pratique nuisant à la sécurité nationale et à l'économie nationale. Comment on définit ce type de pratique? Et possession de vidéos et de publications menaçant la sécurité nationale. Les 3 motifs qui ont fait que Boualem Sansal est condamné à 5 ans de prison. Donc là, on peut vraiment difficilement ne pas évoquer une disparition. Michel Pierre, l'apologie du terrorisme, qui est effectivement un motif assez improbable pour le journaliste Christophe Glaise, collaborateur du magazine SoFoot et du magazine Society. Donc on peut rappeler que pour ce journaliste, il lui a reproché une série de contacts entre 2015 et 2017 avec un responsable du club de football de la jeunesse sportive de Kabylie, qui est également une figure du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, mouvement classé terroriste en 2021, donc après les contacts mis en cause. Pour Boualem Sansal, vous le disiez, Michel Pierre, atteinte à l'unité nationale, c'est ça qui était reproché à l'écrivain, pour des propos tenus dans le média d'extrême droite Frontières, dans lequel il estimait que l'Algérie avait hérité pendant la colonisation française de territoires auparavant marocain. Brahim Mansour, avec ces mots, avec ces termes, avec ces qualifications, est-ce qu'on touche à quelque chose qui nous renseigne sur les peurs, peut-être les obsessions du régime algérien aujourd'hui ? Oui, il y a 2 obsessions, pour reprendre vos termes. La première, c'est le climat post-Irak. Donc, on est dans un contexte post-Irak. Donc, 10 millions d'Algériens sont sortis dans la rue, demandaient au départ, le départ de Bouteflika, qui se prêtait à se présenter pour un 5e mandat. Mais progressivement, donc, les revendications deviennent plus radicales et plus revendicatives d'un changement de système. Et là, aujourd'hui, les dirigeants du pays aujourd'hui considèrent que l'ouverture, donc il y a l'ouverture
politique et médiatique du passé pourrait être aussi comment dirais-je, un élément de fragilisation du pouvoir. Et puis, cela s'ajoute au contexte donc régional, au contexte régional, voire même international, avec l'instabilité chronique déjà au Sahel, l'exacerbation des tensions avec le voisin marocain, On parlera dans quelques instants. Voilà, qui donne suite, comment dirais-je, qui ont causé la rupture diplomatique. Et puis, l'instabilité, comme je disais, au niveau international, il y a même, ça crée une forme de paranoïa interne, et qui considère toute forme de critique d'un journal, d'un journaliste ou d'un militant susceptible de déstabiliser le pays ou d'être utilisé en tout cas. Je pense que ça va au-delà du discours. Il y a réellement un sentiment, d'ailleurs partagé par les Algériens, d'instabilité ou d'inquiétude. Et ça joue bien évidemment en faveur, malheureusement, de ce durcissement. Paranoïa de longue durée. Farid Alilat, je crois que vous vouliez réagir encore sur ce contexte algérien. Alors, je crois que Farid Alilat n'est plus... Non, je suis en ligne. Vous m'entendez ? Je vous entends très bien. C'est à vous. Voilà. Je voulais apporter un témoignage personnel, une expérience personnelle pour qu'on comprenne la dégradation de l'état de la liberté de la presse en Algérie. Il me semble que c'est quelque chose de pertinent. En 2003, j'étais directeur de Liberté et à l'époque, j'ai été poursuivi en justice pour notamment outrage aux forces au chef de l'État, outrage à l'armée et bien d'autres chefs d'inculpation. À l'époque, j'ai été convoqué dans les commissariats, entendu, auditionné dans les commissariats. Ensuite, j'ai été présenté devant un juge d'instruction, devant un procureur. Ensuite, j'ai été appelé à la barre dans des procès, mais je n'ai jamais été, j'ai été condamné à de la prison ferme, etc., mais je n'ai jamais été mis en prison. Ce que je veux dire, c'est qu'à l'époque, pour presque les mêmes chefs d'inculpation pour lesquels Saint-Phal a été emprisonné, on pouvait être convoqué, condamné sans qu'on aille en prison. Et pour Alain Saint-Phal, on aurait pu procéder de la même manière, c'est-à-dire qu'on aurait pu le faire entendre par un juge, ensuite lui notifier le chef d'inculpation, le laisser libre, de voyager, ensuite être convoqué devant un tribunal et ensuite le procès. C'est-à-dire qu'on aurait pu ne pas du tout... Quelques années en arrière, les choses auraient pu se passer différemment. Ben oui. C'est vous dire combien... aujourd'hui, l'Algérie est devenue un régime autoritaire. Est-ce que c'est quelque chose qui porte aussi dans la société civile algérienne, Farid Alilat, ces notions d'atteinte à l'unité nationale, d'apologie du terrorisme? Est-ce que c'est quelque chose qui est porteur et qui est payant politiquement pour la classe dirigeante algérienne, de se revendiquer de ces notions? Juste une chose, je comprends que les propos de Boualem Sansal aient choqué ses compatriotes. Beaucoup d'Algériens ont été choqués par ces propos parce qu'ils remettent en cause l'unité territoriale algérienne et ces propos ne sont pas ne sont pas conformes à la réalité historique. Voilà. Mais ils sont polémiques en tout cas, effectivement. Oui, mais combien même ces propos aient choqué ses compatriotes, rien ne justifie, absolument rien ne justifie qu'il passe une seule nuit en prison. Pour ce qui est de la société algérienne, il faut le seul espace aujourd'hui qui n'est pas contrôlé, qui est hors du contrôle des autorités, c'est l'espace, ce sont les réseaux sociaux. Là, les Algériens s'expriment. Et encore, il y a beaucoup d'Algériens qui ont été jetés en prison pour avoir publié des posts sur Facebook. Donc, à partir du moment où l'espace médiatique est fermé, à partir du moment où les espaces
public, c'est-à-dire la rue où les salles sont fermées. Le seul espace d'expression libre et qui n'est pas sous le contrôle des autorités, ce sont les réseaux sociaux, c'est-à-dire Facebook, TikTok, Twitter, etc. Mais là encore, les Algériens ont très peur d'exprimer leurs avis, leurs sentiments, parce que là encore, je vous dis, la peur de la prison est vraiment très, très présente. Alors, si nous reprenons le fil des crises récentes entre la France et l'Algérie, il faut revenir sur un moment de bascule de la diplomatie française qui s'est joué entre juillet et octobre 2024. Le Maroc et la France sont demeurés des alliés fidèles dans les temps troublés. Et jamais la France n'a manqué au Maroc sur toutes les questions existentielles auxquelles il a fait face. Et je pense, bien sûr, en premier lieu, au Sahara occidental, à propos duquel j'ai souhaité, au nom de la France, préciser ma vision en m'adressant à Sa Majesté le roi Mohamed VI le 30 juillet dernier. Et je le réaffirme ici devant vous. Pour la France, le présent et l'avenir de ce territoire s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. Et je le dis ici aussi, cette position n'est hostile à personne. Elle permet d'ouvrir une nouvelle page entre nous, comme avec tous ceux qui veulent agir dans un cadre de coopération régionale, en Méditerranée, avec les pays voisins du Maroc et avec l'Union européenne. Cette voix, vous l'aurez reconnue, c'est celle du président français Emmanuel Macron qui s'exprimait à Rabat le 30 octobre 2024. Avec cette archive, on quitte l'Algérie, mais pas vraiment. La reconnaissance française de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental a braqué le voisin algérien qui a rappelé son ambassadeur à Paris, ouvrant une séquence de tensions inédite. Tensions diplomatiques et consulaires avec des expulsions de diplomates de part et d'autre. Tensions judiciaires et sécuritaires avec le refus d'Alger d'accueillir ses ressortissants dont la France souhaiterait l'expulsion. Tensions aussi autour de l'arrestation en France d'influenceurs algériens pour apologie de la violence sur les réseaux sociaux. Michel Pierre, avec cette conjonction de tensions, on évoque la pire crise entre Paris et Alger depuis 1962. Est-ce qu'on en est vraiment là ? Oui, je pense que c'est la première fois depuis 1962 où à la fois nous n'avons pas d'ambassadeur de France à Alger et l'Algérie n'a pas d'ambassadeur d'Algérie à Alger. C'est la première fois qu'on fait conjointement des rappels d'ambassadeurs pour consultation comme il est d'usage. Mais pour revenir effectivement à la crise liée à la ligne rouge en quelque sorte de la décision française de reconnaître la marocanité du Sahara occidental, nous sommes confrontés au choc de deux récits nationaux, c'est-à-dire évidemment le Maroc ne peut absolument pas renoncer au contrôle et à la possession du Sahara occidental où la monarchie trouve en plus ses racines. Comme le disait Hassan II au moment de la Marche verte, finalement rentrer dans le Sahara occidental, c'est le retour des branches à la racine, c'est-à-dire vraiment c'est pas pensable pour le Maroc de négocier quoi que ce soit sur le Sahara occidental. Et c'est pas pensable pour l'Algérie de renoncer à sa dimension anticoloniale, c'est-à-dire de viser à ce que l'ancien Sahara espagnol, débarrassé de la sujétion ibérique, devienne une nation ayant droit à se déterminer elle-même. Donc on a deux récits nationaux qui ne peuvent absolument pas s'accorder et dans laquelle nous nous trouvons en quelque sorte un peu broyés. Et pourtant, Michel Pierre, il y a eu d'autres épisodes de tension extrêmement violents depuis l'indépendance de l'Algérie en 1962. Le journal Le Monde en donnait une excellente illustration dans une série d'articles cette semaine. Des relations donc compliquées depuis les lendemains des accords d'indépendance. Par exemple, le 24 février 1971, nationalisation dans le secteur des hydrocarbures touchant les intérêts français. Une longue histoire donc de crise, mais toujours soldée par des reprises de dialogue. D'ailleurs, on avait cru cette fois-ci aussi à une reprise du dialogue bilatéral. C'était fin mars 2025 avec un rapprochement entre Emmanuel Macron et Abdelmadjid Tebboune qui faisait suite à une demande de François Bayrou et Bruno Retailleau de réviser l'accord de 68 facilitant l'entrée en France des Algériens. Une courte réconciliation présidentielle donc.
Est-ce que c'était une illusion ou une parenthèse, Michel Pierre? Non, je pense qu'il y a eu un moment là où on a vraiment pensé, et ne serait-ce aussi que par une déclaration du recteur de la mosquée de Paris qui en quelque sorte fait office d'ambassadeur de France, Ambassadeur d'Algérie, officieux, ouais. puisqu'il n'y a plus d'ambassadeur d'Algérie en France, qui disait que oui, il fallait libérer, ne serait-ce que pour des raisons de compassion, Boualem Sansal. Et puis là, il y a eu ce petit couac en quelque sorte du ministre de l'Intérieur décidant d'arrêter un agent consulaire algérien et deux autres Algériens s'en étant pris un influenceur algérien en France opposé au régime du président Tebboune. Donc cette arrestation d'agents consulaires algériens en France a fait vaciller ce petit frémissement qui allait ramener vers des relations un peu plus normales. Brahim Mansour, le pouvoir algérien a-t-il intérêt, pour vous poser la question crûment, à une poursuite des confrontations ou à l'inverse, qu'aurait-il à gagner à une accalmie? J'ai envie de dire, aucun des deux pays n'a intérêt à poursuivre ces tensions, à continuer dans ce bras de fer ou de politique de chantage. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je fais partie de ceux qui ont dit dès le départ que le discours, la virulence des discours, notamment ceux de Bruno Retailleau ou autres, du côté algérien aussi, via la presse nationale, et qui plutôt était favorable à une surenchère et mobilisation de leviers de pression qui en réalité n'apportent rien sauf exacerber encore les tensions. Et on voit aujourd'hui d'ailleurs la condamnation de Boualem Sansal prouve aussi que les leviers de pression, ou la politique en tout cas de chantage, ne mènent pas grand-chose sauf à durcir les politiques. Et aujourd'hui, bien évidemment, je crois qu'il y a quand même des lueurs d'espoir dans la mesure où des deux côtés de la Méditerranée, il y a une prise de conscience quand même, une volonté même d'aller au-delà, de dépasser cette crise. Je rappelle là, le fait que côté algérien, par exemple, on axe beaucoup plus la critique sur l'extrême droite ou la droite et l'extrême droite en France. C'est pour dire que la crise n'est pas entre d'État et État, mais plutôt une instrumentalisation comment dirais-je, de cercles politiques en France. J'entends ça comme une volonté d'apaisement plutôt. Et côté français aussi, il y a eu des appels du président, notamment, ou du Quai d'Orsay, pour apaiser les relations. Ce qui Farid Halilat, quelques mots peut-être sur la structure du pouvoir algérien. Le chercheur Adlen Mohamedi évoque au sujet du pouvoir algérien une cryptocratie, c'est-à-dire un pouvoir opaque, caché, un pouvoir dissimulé, donc un système obscur avec des clans. Est-ce que les plus durs l'ont emporté? Qu'est-ce que cela augure pour la suite, Farid Halilat? Si vous permettez, je voudrais préciser quelque chose sur cette crise entre Alger et Paris. On se focalise à juste titre, bien sûr, sur le fait que cette crise est née de la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, c'est-à-dire en juillet de l'année dernière. Mais en fait, bien avant cette crise, il y a eu d'autres crises qui se sont accumulées et qui font qu'aujourd'hui, on est arrivé à une quasi-rupture diplomatique entre les deux pays. Il ne faut pas oublier qu'en 2021, l'Algérie a rappelé son ambassadeur. Son ambassadeur à Alger. Oui, c'était une longue série, effectivement, je l'évoquais pour évoquer l'aspect le plus exacerbé de cette crise, qui remonte à 1 an, effectivement. Oui, et ensuite, en 2023, il y a eu aussi le rappel de l'ambassadeur. Il y a eu une crise après l'exfiltration de la franco-algérienne Amira Bouraoui de Tunis vers Paris, et l'Algérie a décidé, pour protester contre cette exfiltration, a décidé de rappeler quelque temps son ambassadeur. Et depuis, il y a une série de mini-crises de différents qui se sont accumulées, qui sont arrivées justement au climax de cette crise qui dure depuis une année. Et je voudrais juste préciser une chose qui donne à voir l'ampleur de cette crise. C'est que entre le juin 2024 et au jour d'aujourd'hui,
les deux présidents ne se sont parlé qu'une seule fois, le 31 mars dernier. Vous imaginez que dans cette relation franco-algérienne qui est très importante pour les deux pays, les deux présidents ne se parlent pas pendant une année. Effectivement, cette rupture, Farid Alilat. Alors, parmi les points de contentieux entre la France et l'Algérie, impossible de ne pas mentionner les enjeux de mémoire. Michel Pierre, quelle place occupent encore ces questions de mémoire de la colonisation à la guerre d'Algérie dans les relations bilatérales actuelles et dans la politique algérienne également? Oh bien, elle reste considérable, j'allais dire année après année. On a l'impression, alors effectivement, ça avait été aussi l'une des raisons d'un rappel de l'ambassadeur d'Algérie à Paris lorsque le président Macron avait évoqué la rente mémorielle. Mais on est obligé de considérer qu'on n'est pas quand même très loin de ce type de choses, la rente mémorielle appliquée par l'Algérie en utilisant la mémoire de la colonisation. Il faut préciser, Michel Pierre, que Emmanuel Macron a fait effectivement plusieurs types d'interventions. Il avait parlé aussi de crimes contre l'humanité, alors qu'il n'était pas encore président de la République. Oui, il était candidat en 2017. Mais ça avait été salué aussi à l'époque à Alger. Donc, oui, ça c'est mais quand il est président et qu'il reçoit un certain nombre de jeunes issus des différentes communautés liées charnellement ou mémoriellement à l'Algérie, il évoque cette fameuse rente mémorielle utilisée par le gouvernement algérien quasiment depuis l'indépendance. Et c'est cette année-là, l'Algérie va aussi rappeler son ambassadeur à Paris. Et donc, pour répondre à votre question, effectivement, on est sur quelque chose d'assez continuel, mais relativement récent, parce que quand on regarde du temps de Ben Bella, Boumedienne, voire Chadli, ça fait pas vraiment partie du dialogue entre les deux pays. Aucun de ces présidents algériens ne va demander des formes de repentance. Du temps de Ben Bella et de Boumedienne, tout simplement parce que l'Algérie se veut une grande nation, devenant un jour l'égale de la France, donc on va pas se mettre en position en quelque sorte d'infériorité en demandant une forme de repentance à quelqu'un dont on veut être l'égal. C'est plus tard, effectivement, essentiellement avec la deuxième mandature de Bouteflika, qu'on voit vraiment surgir avec beaucoup de force ces demandes de repentance, de restitution de ceci ou de cela, de moments différents, du chiffre canonique d'1,5 million de martyrs, devenu aujourd'hui du reste 5 600 000, puisque le président Tebboune, lorsqu'il évoque ce passé, ce passif de la France vis-à-vis de l'Algérie, intègre les morts de la guerre d'Algérie, plus les morts de la conquête à partir de 1830, plus les morts des épidémies des années 1860. Donc on arrive à ce chiffre totalement extravagant en quelque sorte, que la France est comptable finalement de 5 600 000 martyrs en Algérie. Et puis vous avez régulièrement des nouvelles actions, par exemple le fait d'avoir des minutes de silence pour commémorer les morts de la répression à Paris d'octobre 1961, tout ça demandé bien sûr en Algérie. Donc les demandes sont rituelles, continuelles et appartiennent à la construction aussi de ce récit national. C'était un passage obligé justement dans ce récit national, cette question mémorielle par rapport à la France en Algérie, Brahim Mansour. Oui, elle est importante parce que je considère que la question mémorielle n'est pas négligeable dans les relations entre les deux pays, parce que même si la crise actuelle, elle est multifactorielle, on peut citer plusieurs autres éléments, mais la question mémorielle crée une toile de fond, ou elle repose les relations entre les deux pays sur une toile de fond fragile. Ça fragilise les relations, comme on a pu l'observer à plusieurs reprises. 2005, ça a été aussi l'élément déclencheur d'une crise diplomatique lors de la reconnaissance de la loi passée au Parlement, la loi sur l'apport positif de la colonisation. Une loi de 2005, effectivement extrêmement controversée, qui reconnaissait... Exactement. Voilà. Mais peut-être moi ce que je considère comme une erreur peut-être, c'est de la mettre en avant. Le rapport Stora qui est intéressant, mais le fait de mettre 2021, la question Stora, mémorielle qui a été demandé par Emmanuel Macron, qui était rendu par cet historien le fait d'avoir mis la question mémorielle comme condition sine qua non de réchauffement des relations entre les deux pays, au lieu de contourner ça, et notamment pour un président français né après l'indépendance, aurait pu jouer sur ça pour dire
parlons C'est important ce que économie, vous dites, parlons Brahim coopération. Mansour, c'est donc pas un préalable. Il faudrait peut-être court-circuiter ces vieilles logiques pour aller peut-être sur la résolution des dossiers. Exactement. Je crois du côté français, on surestime peut-être la place de la mémoire coloniale en Algérie. Certes, elle est utilisée dans le discours pour y compris des questions de légitimation politique, mais dans les relations diplomatiques, elle porte moins, en tout cas, elle importe moins pour les dirigeants. Et dans le peuple algérien aussi, elle est moins présente. Je voulais faire réagir Farid Alilat rapidement sur ce point. Qu'en pensez-vous, Farid Alilat? C'est encore une question importante dans les relations bilatérales, ces questions mémorielles, peut-être trop importantes? Oui, c'est un épisode, c'est un dossier extrêmement important, on le voit aujourd'hui, mais je crois que il y a eu une initiative qui a été prise des deux côtés, c'est-à-dire côté Paris et Alger, c'est la création de cette commission mixte d'historiens, et je pense qu'ils ont commencé à faire un travail de déblayage, premier travail. L'idée de créer cette commission, c'est justement d'extraire ce dossier de la mémoire de sa sphère politique pour le remettre dans sa sphère historique. Et je pense que c'est une très bonne initiative et on aurait pu justement détacher ce volet qui pèse et qui va encore peser sur cette relation, le détacher de son aspect, de sa portée politique. Et voilà, malheureusement, encore une fois, le travail de cette commission a fait le frais de cette crise, puisque les travaux sont gelés et les historiens qui devaient se revoir, je crois au mois de juin, au mois de juillet, c'est renvoyé au calendrier grec, quoi. Vous écoutez France Culture. 13h23 sur France Culture, c'est l'heure de notre partenariat. Comme chaque samedi tout au long de cet été, nous avons le plaisir d'accueillir en fin d'émission une journaliste, en l'occurrence une grand reporter du magazine La Croix l'Hebdo. Bonjour Marine Lamoureux. Bonjour. Vous êtes spécialiste des sujets environnement. Voilà longtemps que vous vous demandez comment parler du climat sans désespérer les lecteurs, mais en restant lucide sur les enjeux. Cet été, vous avez proposé une idée originale à votre journal. Oui, j'ai proposé à mon rédacteur en chef de partir en reportage avec mon amie togolaise Germaine Thiem. Elle m'a élevée quand j'étais petite, c'était ma nourrice. Évidemment, dit comme ça peut paraître surprenant, mais l'idée ne vient pas de nulle part, au contraire. Ça fait 10 ans que je couvre les questions d'environnement à la Croix, et 10 ans que je constate une certaine indifférence pour ce qui se passe dans les pays d'Afrique, là où pourtant le réchauffement climatique bouleverse déjà profondément la vie des gens. Mon amie, elle, qui vit toujours en France, mais qui a sa famille là-bas, perçoit très bien ce décalage. Nous nous connaissons depuis 40 ans, elle est un peu comme ma deuxième mère. Et un jour, elle m'a dit une phrase qui m'a bouleversée. C'était il y a 1 an chez elle à Paris. Elle me racontait les inondations à Lomé, la capitale du Togo où elle a grandi. Elle me disait « Tu sais, c'est vraiment affreux ce qui se passe là-bas, c'est pas comme ici. Chaque année, la capitale est noyée sous les eaux. Pas une année, pas 2, mais chaque année. J'ai des amis qui ont tout perdu. En France, les gens ne se rendent pas compte. » Cette phrase s'est mise à tourner dans ma tête. Elle rencontrait mes intuitions de journaliste. Cette indifférence pour les populations africaines, ce déni. Alors je l'ai prise au mot. On ne se rend pas compte ici ? Alors Germaine, il faut que ce soit toi qui le raconte. Partons ensemble au Togo et à travers ton regard, je pourrais faire comprendre la gravité de ce qui se passe. Ma nounou a accepté. Nous sommes partis début mai au Togo, ce petit État d'Afrique de l'Ouest, l'un des plus pauvres de la planète. Là-bas, le réchauffement frappe de toutes parts, avec des sécheresses intenses et des vagues de chaleur bien pires que ce que nous connaissons aujourd'hui. Et pendant ce reportage, Marine, qu'avez-vous découvert ? Un pays dépassé par l'ampleur des enjeux. Je me souviens d'un jour où nous étions allés sur la côte, à l'est de Lomé. On marchait avec Germaine sur la plage, et là, en regardant l'océan, elle me dit « Tu sais, il y avait une route ici. Je la prenais souvent quand j'étais jeune et que j'allais au lycée à Lomé. Mais elle a été mangée par l'océan. » Une route ? Quelle route ? Pfft, disparue. Comme les maisons, les restaurants, les hôtels. Les gens voient leur monde disparaître sous l'avancée galopante des flots. Ici, la mer monte de 10 mètres par an, à cause du port de Lomé,
qui perturbent la circulation des sédiments, mais aussi à cause du réchauffement climatique. Et c'est un peu vertigineux de se dire que la fonte des glaces au Groenland bouleverse la vie des gens au Togo. Même les morts des cimetières sont emportés. Les gens perdent leurs souvenirs, leur mémoire. Germaine Thième le comprend intimement. Mais moi, venant d'un pays développé et bien plus prospère, j'ai réalisé là-bas l'immensité des enjeux pour les pays du Sud. Contre la mer qui monte, on ne peut rien. Ou plutôt si, on peut draguer le sable des fonds marins, installer des brise-lames, des épis rocheux, mais il faut des millions de dollars pour ça. Ce n'est pas à l'échelle d'un pays comme le Togo, qui dépend pour sa survie de la solidarité internationale, à l'heure où partout, l'aide au développement recule. Sur la plage, nous avons rencontré Simon, un pêcheur de 20 ans adossé à sa pirogue. Il nous a dit « Parlez-nous, car on ne sait plus quoi faire ». Sur sa pirogue, il y avait écrit « Never give up, n'abandonne jamais ». Merci beaucoup Marine Lamoureux. Le récit de votre reportage au Togo est à retrouver dès maintenant sur le site du Journal La Croix et tout au long de l'été, chaque semaine, dans le magazine La Croix, l'hebdo. Grand merci à nos 3 invités tout au long de cette émission pour évoquer les enjeux de cette crise franco-algérienne. On y reviendra évidemment sur l'antenne de France Culture car les choses ne sont pas terminées, loin de là. Michel Pierre, Brahim Oumansour et Farid Alilat, merci à tous les 3. Toutes les références de vos ouvrages sont à retrouver sur la page de notre émission que vous pouvez réécouter, podcaster sur le site franceculture.fr et l'application Radio France.